Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre studio by Valumen pour notre rendez-vous inspirant. Aujourd'hui, je reçois Julien Renaud. Bonjour Julien. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? En pleine forme et toi? Très bien. Depuis la création de Valumen, nous avons choisi de t'accompagner, de te soutenir dans différentes expéditions, ou en tout cas aventures humaines. Dis-nous là, tu reviens effectivement du Népal, mais avant l'été, tu as donc fait tout un parcours, je dirais, de préparation. Peux-tu nous rappeler en fait ce parcours qui finalement a été, je dirais, une préparation pour ce dernier challenge, cette dernière expédition? Alors, j'ai gardé la même trame que je réexpliquerai après, mais comme je t'avais dit l'année dernière, on tire toujours des leçons de ses erreurs ou de ses déficiences. Et malgré le volume d'entraînement que j'avais l'année dernière, j'ai eu des gros passages à vide, je t'avais dit psychologiques, physiques. Donc je pense que l'année dernière, j'ai dû confondre volume d'entraînement et qualité d'entraînement. Oui. Donc en fait, cette année, j'ai gardé la même trame. Tu sais, je me mets une ou deux épreuves, donc un triathlon, un ultra-trail pour pouvoir avoir des échéances et m'entraîner quotidiennement ou hebdomadairement 3-4 fois. D'ailleurs, c'est là où nous avons suivi effectivement. Exactement. Je porte toujours les couleurs de Valumen. Je vous ai emmené à l'Alpe d'Huez. Exact, oui. Je vous ai emmené à Volvic. Effectivement. Pour une aventure. Et là, donc, tu t'es fait accompagner d'un coach ou tu continues toi-même, comme tu te connais quand même très très bien, mais tu t'es réorganisé toi personnellement ou tu t'es fait accompagner par un coach sportif ou un coach, on va dire, psychologique? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je reste toujours seul, même si je m'inspire de personnes de mon entourage comme Stéphane Brognard ou même pas de mon entourage, mais Mike Horn, je lis beaucoup ses livres pour voir comment il travaille, comment il fait l'approche. Et si tu veux, en fait, l'année dernière, j'ai vraiment oublié une grosse partie qui est l'alpin. Donc cette année, j'ai fait les mêmes épreuves, mais juste avant de partir au Népal, je suis parti en Italie, où là, on a fait quand même un sacré challenge, puisqu'on a enchaîné 8-4 000 en 6 jours. Et en fait, ce côté alpin, ce côté acclimatation avant le Népal m'a vraiment beaucoup servi. D'accord. Et par exemple, cet été, concrètement, c'est tous les jours un entraînement à la fois course à pied, natation. Comment tu concrètement et quotidiennement, quel est ton rythme d'entraînement? Parce que tu dois quand même associer à la fois ton travail de chef d'entreprise. Aujourd'hui, tu es quand même, as quand même une activité professionnelle. Tu concilies effectivement ces deux rythmes. Comment fais-tu, au quotidien, là, juste avant de repartir justement comme tu l'as fait au Népal? Alors si tu veux, comme tu le dis, chef d'entreprise, bien évidemment, c'est une charge lourde. Mais comme Nicolas de Valumen, qui me drive beaucoup dans cette partie-là, j'ai su m'entourer. C'est-à-dire que ça soit dans les vignobles, que ça soit dans la partie courtage d'assurance, je travaille avec des gens de confiance, ce qui me permet d'alléger et puis de mettre en retrait et puis pour les faire monter en puissance. Donc du coup, je ne vais pas dire que j'ai un gros rythme, mais je me dégage du temps. L'été est vraiment primordial, parce que j'ai une 3e casquette, je suis père, tu le sais, j'ai 4 enfants, donc il y a aussi ça. Donc comme l'année dernière, je me lève très tôt, ou alors avant de dîner le soir, mais c'est quasiment, tous les jours l'été. Et je rythme parce que j'ai 47 ans, les articulations commencent à taper un peu, donc c'est toujours pareil, course, vélo, natation, en alterné, voire cette année j'ai fait 2 entraînements jour pour voir où allait le corps et il y a eu des très bons répondants. Mais encore une fois, ce qui a vraiment changé, c'est ce retour à l'alpin pour avoir les bases, pour ne pas avoir à les retrouver pendant une semaine ou 8 jours où tu es un peu paumé au Népal parce que tu es quand même très haut. Donc cette partie alpine en Italie a vraiment été prépondérante. Alors là, tu pars donc pour le Népal, tu prépares ton sac. Ouais. J'avais pu voir aussi ta préparation. Tu prends l'avion. À quel moment tu réalises que ça y est, là, tu pars pour 8000 mètres? C'est dès que tu arrives, dès que tu montes dans l'avion ou véritablement lorsque tu arrives dans le pays, dans le pays, les sensations, j'imagine, le climat. À quel moment tu réalises? Là, c'est super intéressant parce que c'est la première fois que tu me poses la question. En fait, je dirais qu'il y a 2 cliquets. En plus, cette année, j'en parle 2 secondes, je me suis marié le samedi. Oui. Et je partais le lundi faire la lune de miel, mais avec mon meilleur pote alpin. Donc tu vois, j'ai dû tout gérer. J'avais le mariage à gérer en plus, mais j'ai une femme exceptionnelle là-dessus, qui m'aide beaucoup. Et j'y viens, donc à ta question, j'ai 2 cliquets en fait. Je sais que je pars quand je verrai plus ma fille et ma femme, au moment de l'aéroport où il y a la coupure. Donc là, je sais que je pars. Et je sais que je suis dans l'ambiance, comme tu dis, une fois que j'arrive à Katmandou, le bruit, l'humidité, la chaleur, les premiers sommets qui apparaissent au fond, tout. Oui, exactement. Et comme c'était la 2e fois, effectivement, les odeurs, c'est incroyable en fait, c'est pas du tout comme chez nous. Et puis après, je dirais le 3e cliquet, c'est vraiment quand tu arrives au camp de base.
Alors voilà, dis-moi, comment ça se passe au camp de base? Vous êtes nombreux, enfin, comment je me pose toujours la question de savoir comment ça s'organise. Est-ce que c'est effectivement par expédition? Ouais. Vous avez des tentes particulières ou est-ce que je ne sais, enfin, dis-nous. Non, mais c'est intéressant. Donc en fait, le camp de base, ça varie en fonction des sommets, en fonction de l'appétence que les gens ont pour un sommet. Le plus grand camp de base, c'est celui de l'Everest, hein, c'est quasiment une petite ville. Et donc en fait, oui, tu as raison, c'est par expédition. En fait, D'accord. chaque expédition, chaque agence d'expédition a ses propres toiles, loue un emplacement, et tu as donc ce qu'on appelle les petites tentes pour dormir. Tu as la tente mess où il y a la nourriture, et il y a la cooking tent où les gens cuisinent. Alors tu as aussi une petite tente pour les toilettes, une petite tente sommaire si tu veux prendre une douche avec un petit gobelet. Mais effectivement, c'est par expédition. Et cette année, le Manaslu avait beaucoup d'entrain, puisque c'est la première fois où il y avait 450 alpinistes qui tentaient le sommet. Avec, si tu mets tout autour, c'était presque 800 personnes avec les Sherpas, les cuisiniers. Et vous vous retrouvez là avec Ah 800 oui. personnes. Ouais, c'est une petite ville. Donc c'est extraordinaire, en fait, tu rencontres énormément de nationalités, Énormément. Oui. avec effectivement aussi j'imagine pas des centres d'intérêt, parce que vous êtes tous, à mon sens, drivés par la même envie, par le même, je dirais, cette même passion. Donc j'imagine que tu dois rencontrer des personnalités complètement différentes, mais finalement avec la même passion. Oui. Et donc en fait, tu restes combien de temps là, la première camp de base, tu restes... Alors, le camp de base, en fait, c'est vraiment je dirais, on l'appelle camp de base, mais je dirais que c'est plutôt la base de vie. C'est là où tout repose. C'est-à-dire que c'est là où tu vas te reposer, c'est là où tu prépares tes affaires, c'est là où tu manges, tu te régénères. Mais le camp de base, tu y es vraiment pas... Tu y es sans y être, parce que quand tu y es, tu te reposes, tu admires le paysage. Tu penses déjà à la prochaine étape, en tout le fait. temps, tout le temps. Et en fait, on y est très peu resté, puisque après le 8000, c'est ce que j'ai appris cette année, et parfois même à mes dépens, c'est que tout est rythmé par la météo. Tout est rythmé par la météo. C'est-à-dire que tu vis, ou je dirais tu subis en permanence. En permanence. Donc là, tu démarres donc l'expédition. Tu commences par combien je dirais, d'altitude, combien de dénivelé? Comment ça se passe? Ouais. Enfin, est-ce que tu es en cordée? Enfin, Ouais. Dis-nous, je vais découvre. je vais tout dire, puis avec plaisir, parce que à force de t'en parler, je vois que tu as un sourire de folie, donc c'est que tu te nourris de ma passion. Non, mais c'est vrai Mais que par bien rapport sûr. aux premières, Non, mais maintenant je vois que tu parles de cordée, que tu parles de camp de base. La première, c'était quand même beaucoup plus hasardeux, et c'est que j'arrive à te transmettre des choses. Donc ça, moi, je suis ravi, hein, c'est un compliment que je te fais, bien évidemment. Mais grâce à toi, justement, je dirais que tous nos managers, notre équipe aussi, est de plus en plus, je dirais, Si averti. pas vraiment... Alors, je n'osais pas dire averti, Si, un petit peu quand mais même. en tous les cas, on a véritablement découvert un univers avec effectivement une ambiance et surtout beaucoup de techniques. Oui, c'est très technique. C'est très très technique. Oui. Donc revenons-en. Comment ça se passe? Vous êtes combien? Vous êtes 2, 4? Alors moi, dans l'expédition, on était 2. C'est ça. 2 guides. C'est ça. Un cuisinier, un aide-cuisinier. D'accord. Donc là, vous partez, vous ciblez tant de temps pour, je dirais, pour la première expédition. Bien sûr, on regarde ce que tu viens de nous dire au niveau de la météo, vous en tenez compte. Ouais. Alors en fait, si tu veux, c'est... Bon, déjà, quand on arrive au camp de base, il faut voir que le camp de base, il est à la hauteur du Mont Blanc. Hein. Donc par rapport à l'année dernière, on était un peu plus bas, mais ça reste quand même le Mont Blanc. Et ensuite, bon, les premiers jours, tu montes un petit peu jusqu'à 5000, 5100 pour voir comment le corps répond. Parce que même si on avait l'Italie avant, on n'avait pas fait d'acclimatation. Donc nous, c'était un gros coup de poker qui s'est avéré payant. Parce que l'acclimatation qui avait 10 jours était encore là plein pot. Donc on est monté, ça passait super bien. Et après, tu as ce qu'on appelle les rotations. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'une rotation? Qu'est-ce qu'une rotation? Voilà. Alors la rotation, en fait, c'est ni plus ni moins les montées successives qui te permettent de t'acclimater. Tu te rappelles, l'année dernière, je t'ai dit que tu ne peux pas monter à 7000 comme ça. Bien sûr. Donc là, on a fait une première rotation au bout de 5-6 jours. Donc en fait, la rotation, tu montes au camp 1. D'accord. Le camp 1 qui doit être à peu près à 5004. Donc tu passes une nuit. Donc là, tu emmagasines le globule. On a fait le camp 2, donc là qui est à 6004. Donc là, tu réemmagasines encore plus de globules. Et après, on a effleuré le camp 3. On a dû être monté à 6006, 6007. Le camp 3 est à 6008. Et là, tu redescends tout. Alors, c'est frustrant. Hein, tu vois le sommet, mais pourquoi on redescend? Parce qu'en fait, pour capitaliser le globule rouge, il faut redescendre. Ouais. Et là, le corps travaille à mort sur ce que tu as capitalisé. Et donc, en fait, les rotations te permettent de t'acclimater.
Donc nous, on en a fait une, puisqu'après le temps a dégénéré, donc il y a les push summit, les fenêtres de tir, et il n'y en a quasiment pas eu, on n'en avait qu'une, ce qui fait qu'on n'a fait qu'une rotation. Et puis après, on a fait le camp 1, mais on n'a jamais pu aller plus haut à cause de la mousson qui a complètement bouleversé Alors justement, le programme. tu parles de la mousson. Quels sont les paysages? Quel est le climat? Enfin, parce qu'effectivement, tu as eu beaucoup de changements effectivement, de temps. Quels sont les paysages? À couper le souffle. Alors là, c'était beaucoup neigeux, mais des parois verticales. Il y a des parties très techniques, notamment entre le camp 1 et camp 2, où là, tu es vraiment à la verticale, hein, comme dans les films que tu vois, Everest et compagnie. Donc là, que ça soit à la montée ou à la descente en rappel, alors ça peut paraître pas forcément très compliqué par rapport à des parois à Chamonix et tout ça, mais bon, il faut rappeler quand même que tu es à 6005, donc il te reste 30% d'oxygène, donc tout est compliqué. Hein. Ce qu'on appelle la Jumar, c'est la poulie que tu tires pour monter, mais tout est magique en fait. Tout est magique, mais tout fait peur. Parce que tu sens que le sommet, c'est le patron, en fait. C'est incroyable, je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, je suis très croyant, et tu as l'impression que c'est un monstre, en fait. C'est ça. C'est un monstre. Moi, je le voyais comme ça, et les Népalais me disent, nous, on le voit des fois comme ça, et là, cette année, vraiment, le Manaslu était méchant. Il ne voulait pas que ça monte, et ça a été terrible. Ça n'est pas monté, parce qu'on a eu des chutes de neige intempestives qui n'arrivent jamais. Il y avait des crevasses de folie. Il y avait des passages d'échelle avec des crevasses à 60 mètres en dessous. On sentait que la montagne était torturée cette année. Comment tu te prépares justement devant cette... pour moi, c'est une prise de risque. Comment tu te prépares à cet univers? Comment tu te prépares à cela? Alors, moi, j'ai eu de la chance parce qu'en Italie, tu vois, c'est pas loin de chez nous, hein, c'est déjà torturé complètement. J'avais pas reconnu le paysage où j'étais la dernière au même endroit, au même moment. C'était impressionnant. Il manquait 10 mètres de neige. En fait, c'est le manque de neige en Italie. Ouais. Alors qu'au Népal, c'était trop de neige, mais également le manque de neige qu'il y avait eu auparavant. Et tu l'associes au changement, tu crois, climatique? Pour moi, oui. Après, je ne suis pas... Non, pas spécialiste peut-être, mais voilà, mais en tout cas, moi, je pense que oui. Oui, parce que ça fait 2-3 ans où l'automne, qui était réputé être plus safe sans la mousson qui s'arrêtait fin août, là, le 6 octobre, début octobre, on a eu des nuits à plus d'1 mètre de neige. C'était incroyable, incroyable. Donc là, tu viens d'évoquer il y a quelques instants, en effet, donc vous êtes arrêté à l'un des camps de base. Que s'est-il passé? Peut-on évoquer le sujet? Peut-on en parler? Alors sur ce sommet, parce qu'après il y a le retour hein, qu'on évoquera. En fait, si tu veux, je fais ça avec beaucoup de risques, mais je ne suis pas une tête brûlée. Je le serais si j'étais célibataire, que j'avais rien. Donc quand je pars, je fais des promesses. Et j'avais promis à ma jeune femme, puisqu'on était mariés depuis 6 jours, que si je ne le sentais pas, je retournerais. J'ai vraiment un 6e sens. Et au camp 1, quand il a commencé à neiger et que j'ai vu le truc, j'ai regardé mon guide, je lui ai dit, écoute, moi je ne le sens pas. J'ai fait une promesse, on redescend. Donc moi, sur le 8000, j'ai pris la bonne décision. Je suis redescendu. Même si on a pris une avalanche au camp de base, tu as vu les photos, c'était assez impressionnant. Et si tu veux, donc nous on est redescendu, j'ai dit stop, je ne vais pas aller me tuer pour un 8000, je reviendrai ou je ne reviendrai pas. Bref, même le guide m'a dit, écoute, tu as pris une super décision, parce que tu me sauves aussi, il y a d'autres nationalités qui surpayent, parce qu'il y a beaucoup d'argent, j'en parlerai juste en 1 minute après. Et du coup, bien mal m'en a pris, puisqu'il y a eu quand même pas mal de morts. Hein. Il y a des gens qui sont tombés dans les crevasses, il y a eu des avalanches, il y a eu 250 personnes bloquées, à peu près 200 bloquées entre le camp 1, le camp 2, le camp 3, donc qui ont passé une nuit. Il a fallu faire 20 ou 30 rotations d'hélicoptères pour aller les chercher. Donc même s'ils ne sont pas morts, c'est quand même traumatisant. Donc moi, sur ce sommet-là, j'ai tenu mes engagements, même vis-à-vis de mes sponsors. Nico, tout ça, m'a dit, moi, je ne veux pas t'emmener à la mort en te sponsorisant. Donc le jour-là, j'ai dit non, moi, je ne tente pas le diable. Donc je suis rentré au camp de base, et à la fin du 8000, pour moi, c'était safe. C'est-à-dire qu'après, tu rentres au camp de base, tu prépares tes affaires, on est redescendu au village en bas, et pour moi, j'étais pas monté, je suis monté à 6006 dans des conditions assez compliquées, donc j'étais content, j'avais rempli le contrat. Tu étais content, tu es satisfait. Oui. Voilà. Oui. C'est quand même une belle satisfaction, une belle réalisation. Oui. D'accord. Et juste pour revenir sur le côté argent, parce que ça c'est important, il y en a beaucoup qui le pointent du doigt, c'est la première fois où je vois il y avait quand même beaucoup de personnes, je dis pas professionnelles, mais vraiment pas alpinistes. Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même des gros sous, parce que 450 personnes, c'est beaucoup trop. Mais le Népal, c'est une manne financière énorme, hein, puisque tu payes, je crois, 2 ou 3 000 euros le droit de monter. Donc il y a eu beaucoup trop de permis. Et là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont quasiment jamais fait de montagne.
Tu te dis, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Donc ils sont là, ils payent à coût de 30 000 € l'expédition, donc avec des porteurs particuliers, de l'oxygène dès le début. Et on était plusieurs Français à se dire que dans ces conditions-là, la montagne se perd. C'est dangereux parce que tu fais la queue à attendre. Alors non pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lance d'un coup, mais il y a des gens qui sont bloqués, donc ça fait des queues. C'est très compliqué. Cette année, j'ai pas aimé ce côté. Alors je suis content qu'il y avait plus de monde parce que l'année dernière, on était 12, je sais pas si tu te rappelles, c'était assez compliqué. Oui. Mais là, c'était too much et on voyait des gens en se disant c'est pas possible. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont là ? Il y a Oui, une c'est vraie effectivement- réflexion à se poser. Oui, hein. c'est vraiment du développement, on va dire, du tourisme ascensionnel. Ah oui, je comprends. Enfin, j'imagine. Mais c'est Tu exactement, vois, c'est c'est le ça, hein. tourisme ascensionnel. À coût de 30 000, 40 000 €, tu as les gens qui sont là, qui se disent, voilà, on se paye un 8 000, comme on se payerait un Mont Blanc, ou même... et là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger. Il y a une inconscience dans certains pays qui fait peur. Bon, voilà, après, je ferme la parenthèse, mais moi, ça ne m'a pas porté préjudice. Mais un jour, il y aura des gros, gros soucis. Donc là, tu décides, tu descends, c'est ça ? Oui. Tu décides de... Je dirais de manière complètement objective. Oui. Voilà. Oui. Tu ne regrettes rien. Du tout. Tu dis, voilà, je n'ai pas atteint Du les tout. 8000. Nous, tu veux que je te dise, on est ravis aussi. Ouais. Non, mais au regard effectivement non, de la mais- météo, Ah non, mais c'était... on est très très loin, mais néanmoins, on est quand même conscient, Oui, si je suis tu veux, d'accord. comment dirais-je, du risque. Puis on sait, quoi, Ouais. la montagne, c'est quand même très imprévisible, c'est quand même Ouais. un milieu hostile. Ouais. Donc nous, de notre côté aussi, on est rassurés. Et bien mal m'en a pris, puisque le premier, donc on redescend, et le 3, le gouvernement décide d'arrêter les expéditions sur le Manaslu et le Dhaulagiri, qui est un autre humide du fait de la dangerosité, des risques d'avalanche extrêmes. Parce que le Manaslu n'est pas très compliqué, entre guillemets, techniquement, il y a quand même des gros passages, mais quand tu fais de l'alpinisme depuis longtemps, mais par contre, c'est connu pour tuer par l'avalanche. C'est des D'accord. parois très verticales, Ouais. très mal exposées, et il y a eu 3-4 avalanches qui ont été Donc là, terribles. tu descends. Donc là, je descends donc serein, en me disant voilà, c'est fini. Donc là, tu fais un peu la fête, quoi, pas outrance, mais là, tranquille, tu bois une bière, tu dis ça y Tu est. te détends quand même. Ouais, Tu prends. Ouais, puis j'ai cette faculté de me dire ça y est, je suis passé à autre chose, je suis pas monté, peu importe. Moi, j'ai pris mon pied, tenter un 8000 dans une vie, même le tenter déjà, c'est déjà beau. Je suis monté à 6006, j'ai vu le sommet de loin. Et donc là, en fait, tu te détends, t'es en bas, il faisait relativement beau, donc tout allait bien. Donc le retour était prévu. J'ai hésité à prendre un hélico parce que ça m'embêtait de marcher, parce que je voyais que la météo tournait. Puis bon, après, on s'est dit, bon, il y a 3 jours, avec un beau col à passer qui était à 5003, donc tout allait bien, quoi. Et c'est là où, effectivement, quand on est parti le lendemain, si tu veux, c'était en 3 étapes. Il y avait une étape classique, après un col, une autre étape, et puis après, on prenait soit la voiture, soit un hélico pour rentrer à Katmandou. Et le lendemain, ça avait déjà tourné. Donc on n'était pas très haut, donc on prenait la flotte. La flotte. On a pris 3h30 de flotte. On était affûtés, donc ça allait. Puis on est habitué, bien habillé avec les Gore-Tex. Et on arrive à un camp de base hyper rudimentaire, tu sais, en préfabriqué. Et il commençait vraiment à faire froid. Et la veille, donc au moment d'aller se coucher, on voyait déjà des flocons. Et le lendemain matin, il y avait 20 cm. Et là, notre guide nous a dit, bon, bah écoutez... on part, vous êtes habillés, vous êtes acclimatés. Donc nous, on a pris quand même le soin de mettre nos pompes 8000, qui ne sont pas à l'aise, mais bon, on s'est dit comme ça avec le froid. Et puis, en y allant, on a croisé une trentaine de personnes qui faisaient demi-tour. Nous, le guide, bon français, on suit le guide, hein, malheureusement, dans le bon ou dans le Alors, mauvais. c'est pas bon français. Moi, je pense qu'en effet, que tu Non, fais partie- nationalité, non, on est D'accord. réputé pour dire que quand le guide dit quelque chose, nous, on le suit. Il y a des Ah, tu nationalités. vois, c'est intéressant. Ah, ce mais que tu dis. c'est. Alors, je ne suis pas là pour juger, Non, je dirais pas bien les sûr, nationalités, non. mais il y en a, quand le guide dit quelque chose, si on peut mettre 3 4 000 $ en plus pour qu'il cède et qu'il le fasse, nous, les Français, on est quand même vachement disciplinés. D'accord. Parce qu'en France, parce les que vous guides apprenez. sont les meilleurs au monde, ça, je le revendique. À Chamonix, on a des gens qui sont autoritaires. Alors, il y a des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais quand le guide dit blanc, c'est blanc. Terminé, c'est no way. Là-bas, tout se négocie. Puis le Népalais est peut-être moins riche aussi. C'est les courses d'une vie parce qu'ils travaillent que le printemps et l'automne où là, Bien ils sûr. amassent. Et puis donc là, on est parti. Et très vite, le temps s'est dégradé. Et on a, à un moment donné, quand on a fini de croiser tout le monde, on s'est rendu compte que là où c'était tracé, c'était les 30 personnes. Et nous, on a commencé à s'aventurer dans de la neige jusque-là, après 40, 50. Et le guide, on lui a redemandé. Le guide nous a dit non, il y a 6 heures pour tout traverser, arriver de l'autre côté. Et puis c'est avéré, je la fais plus courte, qu'on a tracé jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de neige. Donc moi, mon pote était pas bien, donc moi je traçais avec le guide. Donc, moi, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu prends conscience de ce qui se passe alors, ou pas du alors tout? pas encore, parce qu'encore une fois, nous, on est tellement habitués à ce qu'un guide
Quand il dit de faire ça, pour nous, on ne connaît pas. Donc pour moi, le col, 6 heures, ok, on s'était renseigné, mais c'est sur la partie trekking, sans neige, sans tempête. Et donc, il n'y a qu'à 14 heures, parce que 14 heures, c'est l'heure butoir. Quand à 14 heures, tu n'es pas au sommet, tu commences à te dire. Donc moi, j'en parle, le guide me dit non, le sommet est tout proche. Et puis, il s'avérera par la suite que l'épuisement aidant, on a mis 12 heures pour arriver au sommet, là où il pensait mettre 6 heures. Donc là, la nuit est tombée, le froid, tempête, donc là, tu te rends compte. Là, tu te rends compte, parce que moi, je dis à mon pote, si on ne trouve pas quelque chose, on est mort. Parce que tu as 5003, il fait froid, tu n'as pas de bouffe, tu n'as pas d'eau. Et donc là, tu te dis, il faut vite prendre des décisions. Là, le guide était un peu dans le dur, parce que lui, il avait tracé jusqu'à la fin. Moi, 1 heure avant le sommet, je ne pouvais plus. Et ton binôme, il connaît parfaitement aussi, vous comprenez tout de suite. Voilà, c'est important d'avoir tout de suite là. Oui. Et lui me dit, à 14 heures, quand tu m'as alerté, on était dans le dur, parce qu'on était fatigué, il m'a dit, j'ai pas réagi. Mais il me dit maintenant, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne trouve pas quelque chose très vite, on est mort. Et donc là, j'allume la lumière, j'allume la frontale, encore pire parce qu'avec la neige, je voyais vraiment rien. Le guide, lui, voulait rebasculer en disant, on va essayer de trouver, il y a le chemin. Là, on lui dit non, unanimement, si on descend, qu'on ne trouve pas le chemin, on n'a rien, on est mort. Perdu, là. Et donc là, on a vu un espèce de petit muret, une sorte de petite bergerie qui avait été détruite, mais il restait un mur comme ça et un mur en face. Donc on y va. On prend nos derniers efforts, on dégage la neige, parce qu'il y avait comme on dit en Savoie, il y avait monstre neige, et on enlève tout, le guide lui met des pierres pour consolider un peu le mur, pour se protéger du vent, parce que le vent refroidit énormément. Ouais. Et donc là, on se dit, ça va être passer ça y est, on va passer la nuit par terre. Donc là, vous arrivez, vous vous installez, bien sûr, vous prenez vraiment conscience, c'était même plus le risque, vous êtes carrément dans le dur. Donc vous vous installez, vous dormez, j'imagine, tous les 4 pour vous tenir au chaud. Est-ce que vous vous organisez avec une personne qui reste éveillée? Est-ce qu'il y a un roulement? Vous l'instaurez naturellement ou spontanément? Dites-moi, comment vous vous organisez? Alors si tu veux, la maxime, si tu dors, t'es mort, effectivement, là prend tout son sens. Alors il faut voir que moi, j'étais quand même dans mon duvet, donc fermé. Au maximum, même si là c'est horrible parce que tu n'as pas la respiration, donc tu as l'impression d'étouffer, donc tu refais. Bref, tu as de la neige qui tombe. Et en fait, non, naturellement, chacun par survie. Ouais. Voilà. Alors nous, avec mon pote, on s'est tout de suite dit, c'est lui d'ailleurs, on va se mettre assis. Donc on est assis. D'accord. Donc très compliqué, tu as mal au dos. Surtout pour pas s'endormir finalement. Oui. Moi, j'avais pas mis de gants pour avoir froid aux mains parce que les mains fait que ça reste éveillé. Donc j'ai perdu la sensibilité, mais c'est en train de revenir. Et donc la nuit, on a fait quand même 18h30, 5h43, je me rappellerai à vite de cet horaire. On se parlait quand même. Mais vous n'avez pas de téléphone, je m'entends, de radio mais tout le monde nous l'a spéciale. demandé, Elisabeth, mais ta question elle est complètement légitime. Et c'est la première question que je me suis posée en me réveillant. Là, tu es tellement dans le dur, tu es tellement dans l'urgence, que la première chose, il faut te couvrir, il faut te protéger. Donc on n'a pas parlé de ça dans le dur. Le guide nous a dit, vous dormez surtout pas. Donc on s'est mis assis. Donc alternativement, Philippe me demandait si ça allait, et moi je lui répondais. Les 2 personnes qui n'avaient pas de duvet, elles ont compris qu'allongées, il y avait la neige qui s'amoncelait et il commençait à refroidir, donc ils se sont mis assis sur une pierre pour être éveillés. Le guide est revenu une dernière fois à 11h pour nous dire, vous ne dormez pas, il a secoué les duvets, on lui a dit c'est bon, pas de problème, full bar, toi maintenant on va dormir. Et donc on a tenu. Alors moi je te cache pas, j'ai toujours le même truc, je t'avais déjà parlé dans les autres interviews, c'est que je récite en boucle les prénoms de mes filles. C'est ça. On enchaîne. Et donc là, tu te réveilles, vous vous réveillez, on va peut-être pas continuer. Si. On redescend, je sais que c'est des choses, ce sont des événements très personnels, nous on les a suivis. On a été effectivement, très très présents, c'est beaucoup informés sur la météo. J'avoue que aussi ton épouse est d'un caractère extraordinaire. Non, là-dessus elle est exceptionnelle. Ceci dit, je souhaite pas du tout... Non, mais c'est important. Juste, je termine parce que c'est important. D'une part, parce qu'il faut que j'en parle. Alors, c'est encore un peu émouvant, mais c'est pas le côté montagne, c'est surtout quand j'évoque mes enfants. Tu sais que même dans le bon, je me mets à pleurer souvent parce que mes enfants, c'est ma vie. Donc, c'est même pas le côté montagne. Donc, et puis, donc, le lendemain matin, la tragédie qui s'accumule, parce que c'est vraiment comme en aéronautique, la loi de Murphy, on s'est réveillé à 5h43 en se disant, bon, maintenant, on va pouvoir repartir. T'espères le soleil, mais il y a toujours la tempête, donc toute la nuit, tu as poussé le duvet pour enlever la neige. Et là, il s'est avéré que le guide était mort de froid. C'est ça. Voilà, il était décédé. Donc, tu as un choc.
Mais tu as l'esprit de survie qui revient, tu dis, bon, j'y penserai plus tard. Voilà, c'est humain, donc on s'est dit comment on fait. On a essayé de rebasculer, on n'a pas réussi. Les 2 autres sont partis plus vite, c'était des Népalais. Bon, bah voilà, après chacun, moi je comprends, je juge pas. Sur le coup, je me dis, putain, ils pourraient nous attendre. Ils étaient plus affûtés que nous, ils connaissaient mieux, ils sont partis. Et si tu veux, j'ai dit à Philippe, qui me dit, ouais, on reste là, on attend un hélico. Je lui dis, ça viendra pas avec la tempête. Donc là, je décide de repartir sur nos pas. Ce qu'on fait jamais en montagne, mais j'avais peur de basculer en face, je trouvais rien du tout. Et là, je me suis dit, ça va être long, parce qu'il faut voir quand même, ça faisait 30 heures qu'on n'avait pas mangé ni bu, puisqu'on partait pour 6 heures, j'avais plus rien. Et donc là, j'ai commencé à tracer. Philippe m'a dit tout de suite, je peux pas. Moi, j'y arriverai pas, je peux pas te relayer. Donc là, je traçais tout seul. Et là, tu réalises, qu'est-ce que... Là, je suis en danger de mort. Voilà, et tu sens, tu as une force intérieure, comment tu te sens? Je ne sais pas. Moi, je me dis, est-ce que tu entends ce qui se passe? Est-ce que tu as encore la notion de l'espace, la notion du temps? Non. J'imagine que tu es dans un autre monde, oui. et tu avances. Coûte que coûte. Voilà. Et si tu veux, j'ai dit à Philippe, écoute, il y a 2 choses. Je lui dis, soit on continue, et puis on essaye, soit on remonte, mais moi, j'y crois pas. Donc je lui dis, écoute, soit on meurt de froid parce que la 2e nuit on la passera pas, notre duvet était trempé, on n'avait plus rien, soit moi je meurs d'épuisement, mais moi je dis je préfère essayer coûte que coûte. Donc là je trace et dans ma tête à un moment donné je me dis ça va être dur quoi. Alors je reviens quand même sur t'as pas de téléphone, alors, rien. C'est là où je me dis. Excuse-moi, tu as raison. Il y avait un téléphone satellite, mais Phil et moi, alors surtout moi, étant croyant, je ne pouvais pas toucher le mort. En plus, j'avais loué une amitié avec lui, puisqu'on avait échappé une avalanche. On était très proches, de Foulba et moi. Plus que Philippe et lui, moi j'étais très proche. Et si tu veux, il y avait 20 cm de neige, donc le porteur a essayé de chercher. On a trouvé une radio, mais la radio ne marchait pas, c'était impossible. Ça ne marche pas, il n'y a pas de VHF. Et puis l'autre radio était tellement loin, et on n'a jamais trouvé le téléphone satellite. D'accord. Qui s'est avéré être dans la 3e sous-couche du guide. Donc même si on l'avait trouvé, avec la tempête, on ne sait même pas si ça aurait marché. Donc voilà, il y avait bien un téléphone satellite, mais... Voilà, donc tu descends, tu traces le chemin. Et là, alors là, c'est la première fois, et j'espère la seule fois de ma vie, où là, je me suis dit, putain, ça va être la fin, mon pote. Hein. Franchement... Là, tu sens... Enfin, tu te dis... Ah bah là, je vois pas d'aboutissement. Je me dis, Juju, là... Tu me connais, hein. Ah, t'es très optimiste, positif, il n'y a rien de... Mais là, je suis content, il y a mon guide, tu vois, la proximité, ouais. Et là, je me dis, Juju, t'es mal embarqué, quoi. Et je panique pas, parce que Philippe, lui, il se rend pas compte, je lui dis que la maison est à 4 heures. À 4 heures, bon, bah, ça va le faire, trace, on se démerdera. Et il s'est avéré qu'elle était à plus de 9 heures, avec 1,20 m de neige, donc on ne serait jamais arrivé. Là, finalement, tu déploies véritablement des qualités, je dirais même humaines, non, mais je dirais même... oui. De ce que tu dois... Enfin, des qualités que tu dois aussi déployer dans le travail. Oui. C'est toi le leader, là. C'est toi qui dois prendre les choses en main. Ah, mais ça m'a beaucoup aidé. Tu dois véritablement... De ce que je dis, de ce que j'entends, Philippe, finalement, par épuisement, sans doute, ne peut plus, je dirais, orienter. Enfin, vous ne pouvez pas être tous les deux au même niveau. Donc là, tu as véritablement aussi, c'est des qualités vraiment intrinsèques, je dirais, à ta personnalité qui font que tu arrives, finalement, à tirer toute l'équipe, à aller de l'avant. Ah oui. Non, là, tu sais que je ne me mets pas en avant. Jusqu'au début, Philippe m'a beaucoup aidé dans les décisions alpines. Mais là, sur la fin, c'est moi qui lui dis, il faut qu'on avance, il faut qu'on retourne, on ne peut pas rester là-haut. Oui. Ah oui, Philippe m'a dit, moi, Non, mais tu n'as pas eu besoin de trop, finalement, le convaincre. Non. Naturellement, tu avais... Oui. Dans votre binôme, les rôles se sont tout de suite... Souvent en montagne, ou dans les situations de crise, tout le monde nous l'a dit. Je dirais au management de transition, dans les situations, je dirais, de crise ou autre, il faut effectivement qu'à un moment donné... Je dirais qu'il y ait un leader qui prenne la main, mais qui soit accepté en tant que tel. Dans des situations de... Ah non, mais tu résumes, je peux pas mieux dire. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien eu. Voilà. C'est comme ça, et si c'est pas comme ça, après, lui, libre à lui, on avait dit, chacun prend ses décisions. Lui, il pouvait faire demi-tour, parce que moi, quand les guides ont commencé à partir, physiquement, je pouvais, pas les guides, les porteurs, je pouvais essayer. J'ai pas laissé mon pote, parce que j'ai hurlé, attendez-nous, je voyais Phil qui était dans le dur. J'ai dit, je laisse pas mon pote. Je suis resté avec lui. Et je lui ai dit, moi, je t'ai attendu, maintenant, il faut qu'on avance. Bien sûr. Il me dit, je suis fatigué. Je dis, moi aussi, j'ai pas mangé, je suis pareil. Mais je lui dis, écoute, on va pas crever là, quoi. Je lui dis, franchement, si on meurt, c'est qu'on a tout donné. Et puis, là, à un moment donné, hallucination au début, je me dis, bon, laisse tomber, là, t'étais dans le dur. Là, on voit 2 têtes qui dépassent. D'accord. Et c'était les 2 Sherpas de la cordée argentine.
Et il s'avère que le lendemain, il y a des Français qui sont passés, je suis en contact avec eux, qui ont eu le Piolet d'Or en 2019, donc vraiment du très costaud. Et ils nous ont dit, le jour-là, il n'y a que vous qui êtes passés avec les Argentins. Les Argentins qui ne devaient pas passer, mais ils avaient un avion le 10 et ils ont dit aux Sherpas, à coûte que coûte, il faut qu'on passe. Et s'ils n'étaient pas passés, on avait une chance sur 1 million qu'ils soient passés. Ils sont passés. Après, on a fait demi-tour. Où là encore, ils nous ont dit, si vous continuez à retourner sur Europa, c'est mort. Et après, et il s'avère qu'au final, tout mis bout à bout, les 6 heures se sont transformées en 19 heures. C'est ça. Sans tout l'intermédiaire. Mais si on compte que le montée et descente, même eux qui étaient du coin se sont guidés au GPS par moment. Tellement c'était compliqué. Donc, voilà. Et là, tu arrives, tu réalises ce qui s'est passé ou... Non. Tu réalises pas? Non, je suis focalisé. Il faut absolument que je prévienne ma femme. C'est mon... Et j'ai pas de réseau. Donc là, tu arrives à la joindre à partir de quand? Quand tu arrives vraiment... Tard. En fait, si tu veux, je suis Vous tellement... êtes pris en charge tout de suite par... Par eux. Non, par eux. C'est D'accord. tout. Non, parce que t'es encore quand même haut. Et si tu veux, on est pris en charge par les Argentins qui sont adorables. On est encore en contact avec leur guide qui a été vraiment exceptionnel. Hein. Et si tu veux, il y a un Argentin qui me parle en anglais, mais je suis fatigué, il parle pas forcément bien anglais, et je comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit envoie un mail, mais je peux pas. Et en fait, il s'avère qu'eux, ils avaient un lien avec un téléphone satellite dernière génération qui permettait d'envoyer des petits messages. Et c'est quand je comprends que c'est pas email, mail, message que j'envoie à Karine. Et Karine, le premier, elle pense que c'est un fake, parce que ça vient d'un relais argentin. Et elle vérifie tout, bien évidemment. Elle vérifie, puis elle se dit, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a une géolocalisation Népal, c'est quand même vachement bien fait. Et là, dans la foulée, l'Argentin me dit, elle sait pas que c'est toi. Tu vois, j'ai mis un truc, je t'aime, machin, mais là, je signe par le petit nom qu'elle me donne. Bien sûr. Et là, elle me dit, j'ai compris. Mais pendant 3 heures, elle a cru que j'étais plus là, quoi. Elle a vraiment cru que j'étais mort, elle. Et donc là, tu réalises. Tu arrives à parler à Karine à quel moment? Enfin, vous arrivez à vous joindre par téléphone de vive voix? De vive voix. Mais dis pas au retour à l'atterrissage quand même. Non, mais très 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 loin parce que bon après une fois que je suis en vie, elle le sait, mais moi mon téléphone est HS. C'est juste avant de prendre l'hélicoptère pour retourner à Pokhara où on prend un avion pour Katmandou. Donc ça a pris on vous prend en beaucoup de temps. charge là médicalement ou vous êtes Oui. d'accord. Alors à partir du dernier village, oui. Elle a fait une déclaration, l'assurance nous envoie un hélico. Très compliqué parce qu'il y avait 200 personnes bloquées, je ne sais pas si tu imagines, c'était Pearl Harbor Mutuette, qui est notre assureur, qui a été brillantissime, nous dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais eu tant de déclarations, mais tout le monde était bloqué par la neige. Et puis après, on arrive à Katmandou, on est allé à l'hôpital pour faire des tests, tout allait bien. Et puis après, on est à l'hôtel. Bon, après, le dernier gros moment difficile, c'est que moi, j'ai assumé, j'ai vu la famille du guide, j'ai vu sa fille, son beau-frère, j'ai vu sa femme en ligne, qui voulait des explications, donc là, c'était très dur, très compliqué, très très dur. Et puis, voilà, quoi. Après, on est passé à autre chose. C'est la fille du guide, là. Donc là, tu rentres, tu descends, je sais pas, tu rejoins Paris. Ouais. Quel est ton sentiment ou ta première idée quand tu aperçois ton épouse et tes filles? Je crois que je peux même pas décrire, en fait. D'accord. Je suis perdu. Je me rends pas compte parce que je mettrai plusieurs jours à me rendre compte que je suis encore là. Je sais pas si tu imagines. En fait, j'ai mon corps, mais j'ai mon esprit à côté. Non, je vois pas parce que je l'ai jamais vécu, bien évidemment. Et en fait, si tu veux, je suis heureux, bien évidemment. Mais donc là, tu arrives, c'est un atterrissage aussi. J'utilise, c'est plutôt pour moi une phase de... Tu sais, comment plonger, une phase de décompression. Exactement. Donc tu arrives, tu as un décalage effectivement entre la réalité et ce que tu as vécu. Comment ça se passe, cette période, cette étape où en effet, tu as, bien sûr, tout le monde est très heureux que tu sois en vie et toi aussi, hein, bien évidemment. Il y a donc une phase je dirais, de décompression, de reprendre, je pense, la vie. Et je devine, Julien, que tu as dû reprendre à 100%, même, voilà. Comment se passe cette reprise de vie dans la réalité, finalement. C'était compliqué. Alors oui, moi j'ai pris le choix de rebosser dès le lendemain. Bah oui, je sais bien, oui. J'ai fait du sport 3 jours après, mais vraiment pour l'exutoire. Hein. J'aurais pu m'en passer, mais j'étais hyper crevé, j'avais du mal à dormir. Il faut voir que Karine a tapé, mon épouse a tapé dans le dur également. Ça a été compliqué, c'est encore compliqué par moment. Mais le palier s'est fait naturellement en fait. Il y a Philippe qui était là, qui est resté une journée avec nous, donc ça nous a fait du bien. Karine a voulu savoir, voulait découvrir la personne avec qui j'étais, parce qu'elle ne le connaissait pas. Et puis après, tu sais, j'ai un petit rayon de soleil, Lola, qui fait que t'oublies quoi.
La journée, j'oubliais parce que j'étais au boulot avec ma femme, mon associé qui est remarquable aussi. Les seuls démons que j'ai eus pendant 10 jours, c'était la nuit. Voilà, la nuit, Karine essayait de dormir, je ne pouvais pas parler, puis je ne pouvais pas déranger. Lola n'était pas là, donc là, j'étais face à moi-même, et pendant 10 jours, ça a été très compliqué. Au début, c'était la sensation d'être dans le duvet, de revivre 10 fois comment j'ai pu m'en sortir. Après, j'ai eu la phase de voir Fulba mort, ça me terrorisait. Et puis avec le temps, voilà, le temps apaise tout, j'aide beaucoup la famille, je remercie aussi Valumène, mes autres sponsors, tous ceux qui ont pu donner, parce que j'ai fait une petite cagnotte pour aider la famille. Tout ça fait que aujourd'hui, je suis en phase avec moi-même. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas fait d'erreur. Et c'est la montagne, je l'assume parce que des erreurs ont été faites, mais on en fait tous. J'aurais pu y rester. Malgré ça, j'ai quand même aidé derrière. Philippe a voulu également être avec moi pour aider tout le monde. Donc voilà, à un moment donné... Pas de culpabilité, pas de remords. Non. Alors aujourd'hui... De la tristesse que Fulba soit mort à 38 ans avec 2 enfants, oui. De la tristesse, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Ce que j'ai fait, c'est la montagne, je l'ai vécu là pour le coup à 2000%, la dernière phase contre mon gré, mais ça a été tellement puissant, ça a été tellement... Déjà, j'avais changé avec mon burn-out, je t'avais dit en 2013, mais alors là, je profite de tout en fait. Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, la montagne est véritable, enfin pour moi, est véritablement, ou même pour beaucoup, un milieu hostile, très imprévisible. Comment maintenant tu l'appréhendes? En tout cas, je sais que là, tu t'es déjà reparti, je dirais, t'entraîner, mais comment dans ta tête, ton esprit, tu l'appréhendes? Et quelles recommandations peux-tu nous donner dans ces situations? Alors, je l'appréhende. Alors là, je peux même pas te faire un scoop. Tu sais que j'adore te faire des scoops. Le scoop, je peux te dire que je vais repartir en montagne quand tu me demanderas mes projets. Je te répondrai à ce moment-là. Franchement, là, pour l'instant, je ne suis pas retourné en montagne. J'aime toujours la montagne. Je prends plaisir à voir les photos, même celles qui sont dures. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je pense que je vais bien réagir parce que, encore une fois, ça fait partie de la vie de la montagne. Donc, je pense que je l'appréhenderai bien. Puis, si je l'appréhenderai pas bien, j'irai plus. Puis, c'est tout. Hein. J'ai d'autres sports. Et l'autre question que tu m'as posée... Que recommandes-tu dans des situations comme... De cette... mais depuis le début, à cette échelle, tu sais, le fil conducteur que je t'ai toujours dit, c'est être humble. Je pense que l'humilité que j'ai toujours mis devant la montagne, elle me l'a rendue. C'est ça. D'accord. Et donc là, tu pars bientôt, dis-moi. Alors, je pars pas bientôt parce que là, c'est la fin de l'année. Là, je me repose, même si j'ai 2-3 petits défis. Non, tu te reposes. En fait, oui, j'entends que tu te reposes, mais néanmoins, tu continues quand même l'entraînement. Oui. Tu ne te reposes jamais. Un peu entre Noël et Nouvel An, je vais quand même décompter. toujours en entraînement, finalement. Oui. J'ai refait un petit trail surprise pour mon sponsor Valumène et les autres. À Lens, là, qui était super sympa, dans la boue et dans le nord. C'était super bien, 61 km. Et puis là, je continue parce que l'année prochaine, j'ai plein de défis. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou tu veux faire un peu de teasing. Comme une petite... comment dire, un petit avant-goût. Alors, il y aura de la montagne. D'accord. Alors, il y aura de la montagne. Cette année, je vais faire de l'hivernal, puisque je vais me remettre au ski de rando. Alors, j'en faisais toujours, mais je vais me remettre. Je fais un rêve de gamin en février. Mars. Je fais le Chamonix-Zermatt, qui est une course mythique, donc sur plusieurs jours. Donc, normalement, c'est 7-8 jours. Là, je vais le faire en alpin en 5 jours, donc avec des grosses journées, avec pas mal de vide. Donc ça, c'est un super truc que j'ai pas encore fait avec vous. Après, il y aura du triathlon. Il y aura encore 2 beaux triathlons, dont un petit mais qui est mythique, au Mont-Saint-Michel, avec ouverture du mont. Et on va monter, c'est la seule course qui autorise la traversée du Mont-Saint-Michel. Il y aura de l'ultra-trail, j'avais dit l'année dernière. Tu vois, je peux te mentir, Elisabeth, j'avais dit que le Volvic était le dernier. On m'a embringué. Alors, on m'a vendu qu'il y avait le Ventoux, les Vignes, Gigondas. Non, mais j'ai des roublards à côté de moi, mais vraiment, donc je me voilà sur un ultra-trail. Et puis, il y aura de la montagne. Il y aura de la montagne, mais par respect pour ma famille, pour ma femme, pour mes sponsors, je n'irai pas au Népal. J'avais envisagé d'aller au Pérou, mais je vais rester en Europe et je vais aller faire de la montagne en Suisse, parce que j'y suis pas allé depuis longtemps, j'en ai très peu fait, donc il y a des très beaux 4000 à faire là-bas, et il y a des sommets mythiques, donc vous me verrez là-bas en fin d'année. Je retiens en fait de cette expérience qu'en fait tu reviens encore plus fort. J'ai ce sentiment alors bien sûr toujours aussi optimiste, mais j'ai le sentiment où tu viens encore plus fort et psychologiquement et physiquement. Est-ce que je me trompe? Non, tu as totalement raison. Et c'est ce qu'on se dit depuis qu'on se connaît maintenant.
chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, faut en tirer quelque chose. Alors moi au début j'ai eu des sentiments négatifs, et je ne le cache pas, sur demande de Nicolas et de plusieurs personnes, je suis allé voir une psychologue du sport de haut niveau, et finalement, même s'il y a une mort, même s'il y a eu tout ça, finalement il y a du positif. Il y a du positif parce que je suis en vie, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai rien à me reprocher, je respecte la montagne. Donc oui, je suis plus fort physiquement. Là en ce moment, la douleur que j'avais à 7, maintenant elle redescend à 4. C'est-à-dire que mon corps a tellement encaissé. C'est ça. Ah oui, puis Ton psychologiquement. corps se souvient en fait. Ah oui, là, moi je Et dans cours. l'entraînement, enfin de part et d'autre, Complètement. à la fois dans l'entraînement positif, justement, Ouais, c'est la raison pour laquelle je pense que dans des situations véritablement très très compliquées, ton corps peut avancer même en dehors de ton esprit, j'imagine, dans des situations extrêmes. Ouais. Donc, en ce cas, moi, j'ai observé, et tu as encore plus de dynamisme et d'énergie, impressionnant. Et puis l'amour de l'autre, franchement, ça c'est ce qui m'a sauvé. Je veux dire, ma femme, mes enfants, ah ouais. Faut être très entouré. Ouais. Et puis savoir, et je te dis encore une fois, l'auto-hypnose m'a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Parce que tu sais, moi, ça fait depuis 2013 que j'en fais, donc j'ai un paquet d'images positives, et là tu te les mets en boucle, et c'est hyper important. J'ai pas sombré grâce à ça, même si à un moment donné j'étais résigné. Ça a duré 3-4 secondes, j'ai dit non, c'est pas possible, ça continue. Et comme me dit ma mère, j'ai une bonne étoile, je l'ai déjà utilisée beaucoup de fois, donc j'espère que j'ai encore un peu de crédit, mais cette bonne étoile, franchement, les Argentins, c'est ma bonne étoile. J'ai une chance de folie de pouvoir tomber sur eux. Écoute, je te remercie infiniment, Julien. Pour nous, c'est une véritable, je dirais, leçon d'humilité, de résilience. Mais en fait, je souhaite aussi quand même mettre l'accent sur le fait que c'est quand même une histoire en fait d'entraînement également. Oui. Tu ne t'inventes pas dans ces challenges. Voilà, tu es quand même très sérieux dans ta préparation et physique et mentale. Voilà, mais véritablement, on est souvent très impressionnés. On regarde tout ce qui s'est passé dans ces dernières semaines. Voilà, d'autant d'humilité. Je t'ai observé encore. C'est véritablement, voilà, moi je suis assez impressionnée, et néanmoins on a l'impression que voilà tout est parfait. C'était comme il y a 6 mois. Voilà. Ouais. Donc merci encore. Merci. Belle leçon, et puis je serais ravie effectivement de t'accueillir très vite l'année prochaine. Merci beaucoup, Julien. Merci de ta franchise, de ta sincérité. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. La sincérité, je l'ai naturellement, et je te remercie de toi parce que maintenant on a un lien qui s'est fait au gré des parce que j'en parle pas comme ça à tout le monde, et je voulais te remercier de la qualité d'écoute et puis le respect que tu as pour moi, et remercier Valumène. Eh bien, écoute, on est là, on est toujours là. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Merci Julien. À très vite.